Bienvenue sur notre plateau, sur notre chaîne Télé Africana, la chaîne des grands événements. Comme je vous le disais tantôt, nous sommes toujours en compagnie de notre invité du jour, la star du NBA. Pour nous, c'est une star à partir de l'Afrique, comme lui-même il est panafricaniste, il a si bien dit. Alors nous avons décidé de venir en haut dans sa maison, dans son lieu de repos et pour continuer notre émission. Alors, Didier, nous avons parlé de comment il a été difficile avec le travail de pouvoir venir à bout, comment gérer des difficultés que tu as rencontrées en Belgique à force de travailler. Alors, tu restes en Belgique, tu joues au basket pendant 6 ans, comme tu l'as dit. Alors, comment ça s'est passé ton transfert pour venir jouer aux États-Unis? Est-ce que pour toi déjà c'était un rêve de venir jouer au basket aux États-Unis? Oui, en fait, quand j'ai commencé à prendre conscience que je pouvais réussir au niveau du basket et aussi pouvoir venir jouer en NBA, donc ça s'est transformé en une obsession. Donc, c'est devenu vraiment un rêve. Mais ce n'est pas resté seulement en rêvant. J'ai continué de travailler, j'ai travaillé comme il faut, mais vraiment j'ai mis tous les batteries en marche avec toute l'équipe qui était tout autour de moi. Parce que pour réussir aussi dans la vie d'un sportif, il faut aussi avoir un bon entourage. Mais moi, j'avais un très bon entourage, j'étais surtout entouré des sportifs. Mais vraiment des sportifs, des gens qui me parlaient que du sport. On parlait que du sport, on vivait que du sport. Tout était tout autour du sport. Donc, quand je jouais avec Charleroi, il s'est fait qu'on a changé un coach. C'est un Yougoslave. Un coach un peu qui voulait faire un peu du tout. Et il m'énervait. On avait tout le temps la bagarre, nous deux. Mais tout le temps la bagarre. Et en fin de compte, je me disais, tu sais quoi? Tu verras l'année prochaine si tu me verras encore ici. Tu verras l'année prochaine, tu me verras encore ici. De toute façon, l'année prochaine, je pars en NBA. L'année prochaine, je pars. Et moi, je disais comme ça. Mais j'avais aussi, pendant que moi je jouais, j'avais beaucoup de scouts, ça veut dire des agents NBA qui venaient me voir. À un certain moment, le club avait refusé qu'ils puissent venir parce que j'arrivais plus à jouer comme il faut. Parce que lorsqu'il y a un agent, je sais qu'il y a un agent qui est là, je ne sais plus me concentrer. Je vais trop bien faire que je perds tout, que j'arrive plus à bien faire. Tellement je vais trop bien faire. Alors, des fois quand ils venaient, ils ne me disaient pas qu'ils sont là. Juste à la fin, il y a mon agent qui me dit « Ouais, mais il y avait tel qui était venu te voir. » Moi, Après, je me suis habitué. Je me disais, chaque match pour moi maintenant, je sais qu'il y aura un agent qui sera là. Donc, je dois donner le maximum. C'est comme ça que je donnais le maximum. Et on a été jusqu'en, je crois, demi-finale, quart de finale de l'Euroleague. Et la même année, on a gagné le championnat de Belgique. Juste après qu'on a gagné le championnat de Belgique, il y a un camp qui s'est fait, en fait. Un camp qui s'est fait en Italie, c'est le Big Man Camp. C'est la NBA qui organise ça. Alors de là, ils m'ont invité là-bas. Alors je suis allé voir mon président, je lui ai dit, écoute, moi, je vais là-bas pour juste me mesurer avec tous les joueurs européens qui sont là et voir si je suis vraiment capable d'aller de l'autre côté. Je veux me mesurer par rapport à eux, parce que c'est tous les meilleurs de l'Europe qui vont se rejoindre là-bas pour faire ce camp-là. Alors il y a toutes les équipes NBA et les collèges NBA qui viennent là-bas. Alors mon président me dit, non, tu ne peux pas partir parce que, écoute, ici en Europe, tous les contrats qu'on va te proposer en Europe, moi je vais payer ça. Je veux que tu restes avec Charleroi. Moi j'ai dit, ben écoute, je ne veux pas signer, je veux juste me mesurer, voir quel effet ça fait. Et là il me dit, ben, alors si tu me promets, vas-y. Je prends l'avion, c'est la veille même, hein, on gagne ce soir, je prends l'avion, j'y vais, j'arrive là-bas, on commence l'entraînement, c'était tout le monde qui venait, qui savait que j'allais venir. Et là, la nuit dans ma chambre, il y a l'agent de Dallas qui est venu me voir, qui me dit, écoute Didier, on ne veut plus que tu restes ici, tu rentres en Belgique, parce que demain, tu vas à Dallas. Et après, cette semaine, tu vas à Dallas. Moi, je dis, mais pourquoi? Parce que je m'entraîne. Tu me dis, non, on a déjà parlé avec ton agent,
On va dire que tu as mal à la cheville, tout ça. Je fais, ah bon, ok. Et le lendemain, je fais gentil, j'ai mal à la cheville, je ne peux plus m'entraîner. Je dois retourner pour me faire soigner. Après, on me libère au camp. Je rentre en Belgique. 4 jours après, je reçois mon billet qui arrive. Et je prends le billet 4 jours après. Je viens ici pour jouer, pour m'entraîner. Et je m'entraîne. Quand je finis de m'entraîner, ça s'appelle ici la Summer League. Donc c'est une ligue où tous les jeunes joueurs qui viennent d'entrer en NBA, ils se mettent ensemble pour jouer, pour avoir l'expérience. Ils jouent tous les jours. Et c'est comme ça que je suis arrivé, je me suis entraîné avec l'équipe de la Summer League de Dallas. Et rien qu'arriver là-bas directement, on est parti là-bas. Et ça, j'avais fait sensation, j'ai fini meilleur défenseur là-bas. J'ai joué d'ailleurs, pour la première fois, je joue contre quelqu'un qui était plus élancé que moi. Yao Ming, le chinois. Donc je l'ai vu comme ça, je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Je croyais rêver. Et voilà, c'est à partir de ça, donc, tout est parti de là. Et lorsqu'on a fini le premier, parce qu'on devait jouer 2 Summer League, c'était à Los Angeles et à Utah. Lorsqu'on a fini le premier de Los Angeles, j'étais déjà là-bas, meilleur défenseur. Lorsqu'on passait de Utah, déjà après 2 matchs, j'avais déjà plus de block shot, donc j'avais déjà l'avantage de finir encore meilleur défenseur là-bas. Et c'est comme ça qu'ils ont proposé, ils nous ont dit, bon voilà, nous prenons, on va signer. Alors, vous venez de la Belgique, et donc comme ça, vous commencez votre carrière de NBA. Oui. Est-ce que le problème de langue s'y est pas opposé? Parce que le Congo parle le français, la Belgique parle le français, vous entrez aux États-Unis, jouer pour le NBA. Parlez-nous un peu des difficultés que vous avez rencontrées. C'était difficile parce que, bon, déjà j'avais une petite avantage parce qu'en Belgique, je jouais avec beaucoup des Américains. Là. Je jouais avec beaucoup des Américains et ils me parlaient. J'écoutais ce qu'ils parlaient des petits mots et la musique. Donc je me mettais déjà dans l'ambiance américaine avec eux. Donc j'étais tout le temps avec eux, je me mettais déjà dans l'ambiance américaine. Et quand je suis venu ici, ça m'a aidé un peu. Par rapport à la compréhension des petits trucs, il faut aller manger, ça. Mais le plus grand défaut, c'était au niveau du jeu. Parce que nous, nos termes de basket, c'est souvent en français. Mais ici, tout, c'est en anglais. Donc, quand je suis arrivé ici pour faire cette transition-là, c'est difficile. Donc, quand ils disent des termes d'ici, moi, je ne sais plus là où je suis. Donc, j'étais perdu. Alors, il a fallu 1 an et demi pour moi pour comprendre. Donc, cet 1 an et demi là, c'était surtout avec le coach qu'on avait. C'était aussi un jeune coach. Il ne comprenait pas jusqu'à un jour. Il m'a appelé dans son bureau, il m'a dit, mais Didier, je ne comprends pas. À l'entraînement, toi, tu joues, tu domines ici. Moi, je veux te faire jouer beaucoup. Mais je ne sais pas te faire jouer si tu n'arrives pas à reconnaître des petits trucs. Après, moi, je l'explique, je dis, écoute, ce n'est pas ma faute. Parce que moi, j'ai un problème. C'est que nous, là-bas, on utilise en français. Vous aussi, vous utilisez en anglais. Il y a certaines choses qu'on utilise, on a les mêmes termes. Mais là, je suis un peu perdu. Il me dit, ah, donc c'est ça le problème. Et là, il a pris son temps, il m'a pris avec lui à Vegas pendant la Summer League. L'été qui est venu après, nous nous sommes entraînés. Il m'a montré des choses, on a parlé, il m'a montré des termes. Et c'est comme ça que j'ai pu comprendre. Mais malheureusement, cette année-là, je suis blessé sur mon genou encore. Donc, ça a freiné encore la marche de ma progression parce que là, il a commencé à me faire jouer, je jouais plus. Et là, je suis blessé sur mon genou. Mais ça a été vraiment la difficulté que j'ai eue au départ. Et aussi, c'est un grand changement parce que là-bas en Europe, on joue 1 fois par semaine. Si vous êtes encore en EuroLeague, vous pouvez jouer 2 matchs par semaine. Mais il y a encore un grand intervalle. Mais ici, c'est tous les jours. 2 fois après le match, vous finissez, vous prenez l'avion directement, vous partez parce que vous jouez la veille. Et moi, mes rookie days ici, je ne savais pas. Des fois, on finit un match, moi je rentre ici, je viens chez moi. Je viens là, je suis tranquille. Après, il y a le kiné qui m'appelle. T'es où? On est dans l'avion, on t'attend. Moi, je dis, mais attends, c'est quoi ça? Vous m'attendez pourquoi? Il me dit, mais on part, on joue demain. Et je dois encore faire des valises vite fait.
Et j'y vais là-bas, j'arrive dans l'avion et c'est tout le monde qui rigole. Vraiment, c'était vraiment difficile parce que du jour au lendemain, tu dois changer des lits. Tu dors dans cet hôtel, tu arrives dans l'autre hôtel, tu fais ça, tu te perds un peu, tu ne sais pas où tu es. Des fois, les menus, tu ne sais pas. C'est tous des petits trucs, mais qui font la différence. Est-ce que ça veut dire que Didier n'avait pas un agent pour l'aider dans cette tâche? Non, l'agent, tu peux l'avoir, mais ça, tu es livré à toi-même. L'agent était là, il était toujours là pour m'aider dans des choses où il peut m'aider. S'il peut, il peut l'aider à ce moment-là. Mais des voyages comme ça, des trucs comme ça, tu es livré à toi-même. Et ça arrivait à presque tout le monde. Même, on voit même des jeunes d'ici. Même des jeunes d'ici qui ont été à l'école ici, qui ont fini ici, qui rejoignent la NBA. Ils oublient même de choses parce qu'ils ne sont pas habitués. Parce que quand tu joues 5-6 matchs la semaine, c'est pas facile. 6 matchs la semaine, ça veut dire que tu finis, tu joues demain. Tu prends l'avion, tu pars dans l'autre ville. Et parmi ces villes, il y a même la différence, le décalage, comment ça dire, le décalage. Il y a même des décalages de temps. Donc tu finis ici, tu arrives là-bas, c'est encore le jour. Non, c'est tout ça, il faut maîtriser ça. Alors vous venez à Dallas, combien de temps vous restez à Dallas? À Dallas, je reste presque 4 années, 4 saisons avec l'équipe. Expliquez-nous, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes blessé après? J'ai été blessé après. Déjà, Dallas, ça m'a marqué parce que ma deuxième année avec Dallas, déjà, on est allé en finale de la NBA. Ça, c'était quelque chose d'important pour moi. C'était ma première finale en fait. On est allé en finale NBA. Et ce final-là, malheureusement, je n'ai pas joué ce final-là parce que j'ai été suspendu pour 5 matchs. Et pourquoi? Vous pouvez nous dire un peu pourquoi vous avez été suspendu? J'ai été suspendu pour 5 matchs parce qu'on jouait. Et on jouait à Phoenix. Il y avait la femme du coach qui était 2 rangées derrière le banc, derrière notre banc. Et les supporters de Phoenix, c'était en demi-finale en fait. Non, en finale de la conférence. Si on gagne ce final de la conférence, on va en finale NBA. Et les supporters de Phoenix ont commencé à la provoquer, à dire des méchants trucs sur elle. Et elle et ses enfants, ils ont commencé à pleurer. Et là, ça arrivait jusqu'au banc. Mais alors, comme moi, j'étais assis le dernier sur le banc, le coach, entendant cela, il se retourne et dit à un joueur, dis à ma femme d'aller dans le vestiaire. Et l'autre, qui était au milieu, qui regarde, la personne qui était à la fin, c'était moi. Il me dit, Didier, dis à la femme de coach d'aller, parce qu'elle était juste 2 rangées sur derrière nous, dis à la femme de coach d'aller dans le vestiaire. Et moi, je me mets debout, je fais juste un pas. Juste un pas. Parce que nos règlements, en fait, tu ne peux pas passer derrière. Tu ne peux pas passer derrière après le banc de joueurs, tu ne peux pas aller derrière. Si tu passes là-bas derrière, c'est des amendes automatiquement. Donc tu ne peux pas le faire. Alors, moi, tu sais, c'était en pleine émotion. Hein. Le match était serré, tout ça. Tu n'avais pas vraiment le temps de penser à ça. Et moi, je me mets debout, j'ai fait juste un petit pas. Et il y a le patron de Dallas, le président du club, qui m'a repoussé, qui m'a dit « Non, rentre, sinon on va te coller une amende. » Et moi, je suis rentré. J'ai fait juste un petit pas. Et moi, je suis rentré. Malheureusement, la photo, il m'avait déjà pris en photo. Que j'avais passé la ligne. Alors, j'ai été suspendu pour 5 matchs. Je dis appeler, on a appelé. Je me suis supplié, j'ai dit écoute, c'est la première finale de ma carrière. Peut-être c'est la dernière. Laissez-moi jouer ce final. Ils me disent non. Malheureusement, on veut lancer un message et toi, tu fais partie des exemples. Voilà. Tu es pris là, on ne peut rien faire. J'ai supplié, mais rien du tout. Alors, cette finale-là, je me rappelle que vous l'avez perdue contre Miami. Et quel effet ça vous a fait? C'est votre première finale et vous êtes suspendu et vous perdez la finale. Je dois vous dire que c'était dur pour moi parce que j'étais ici en train de regarder ces finales-là. Premier match, je vois mes teammates qui ont des fautes, problèmes de fautes. Et moi, j'en pouvais plus, je devenais fou. Hein. Je devenais vraiment fou. J'étais très nerveux. Je voulais parler à personne. Je m'étais vraiment renfermé en moi-même. Parce que quand ça se joue, tu ne peux pas être. Tu ne peux pas être
dans la salle. Donc tu fais l'entraînement avec l'équipe. 5 heures avant le match, tu dois quitter tout l'espace NBA. Donc moi, je m'entraînais comme un fou. On prépare le match et après je pars. Et ils viennent, ils jouent, moi je regarde et ça m'est tué, je ne pouvais rien faire. Et lorsqu'on va à Miami, moi je restais à l'hôtel. Je reste à l'hôtel, j'étais là, je ne pouvais rien faire, j'étais à l'hôtel. Mais le dernier match, c'est là où ils m'ont laissé. Non, le dernier match, ils m'ont laissé, je pouvais jouer. Alors je suis venu là, j'ai joué comme un fou, mais on ne pouvait rien parce qu'on avait déjà perdu. On pouvait rien. Mais ça a été vraiment l'une des mauvais souvenirs de ma carrière. Alors, vous venez à Dallas, vous passez 4 ans avec Dallas, et après Dallas, où vous achetez? Déjà, mon départ de Dallas, j'ai eu un problème avec le coach aussi, parce que je revenais de la blessure, et c'était vers la fin de la pré-saison. Alors, notre pivot titulaire était blessé. Le pivot titulaire était blessé, alors il s'est fait opérer et le coach vient me voir et me dit, Didier, je sais qu'il y a encore 3 semaines pour revenir, mais je voudrais anticiper, est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu joues? Moi, je dis, je ne pourrais pas jouer, c'est impossible. Le médecin m'a dit, je dois attendre 6 mois pour rejouer. Malgré qu'il me reste 3 semaines, je dois finir mes 3 semaines. Il dit, non, 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 on a vraiment besoin de toi, il faut que tu joues. Moi, je dis, je ne pourrais pas. Alors, l'entraînement, il me voyait jouer. Et après l'entraînement, au match, moi, je ne veux pas. Alors, c'était devenu un problème avec. Après, il commençait à me forcer à faire le truc. Moi, je dis, non, moi, je ne veux pas. Et ça, c'était la bagarre. Et ça arrivait à un niveau où personne ne supportait personne d'autre. Alors, moi, j'ai dit au président, j'ai dit, écoute, moi, je ne peux plus continuer comme ça. Parce que moi, maintenant, je regarde ma carrière. Je ne regarde pas juste... Comme ça, je regarde ma carrière. Et je vais voir le médecin qui confirme qu'il dit il doit attendre, même s'il atteint ces 3 semaines-là, il doit encore travailler dur pour atteindre vraiment le niveau. Alors, il n'a pas aimé ça. Et moi, je suis allé voir le président, j'ai dit alors si, comme ça, je préfère partir, aller quelque part d'autre. Ça pour m'exposer, parce que je vais avoir une longue carrière, je ne veux pas avoir une short carrière juste pour le plaisir de quelqu'un. Et ça n'a pas encore plu. Et jusqu'à un jour, il y a mon agent qui m'appelle, qui me dit Didier, écoute, le club va te prêter, mais malheureusement, le club qui te veut, ils n'ont pas quelque chose à échanger contre toi, parce que toi, tu as un big man. Les big men, c'est toujours difficile d'en trouver, et ça coûte toujours cher. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je dis, écoute, moi, vraiment, ça ne me plaît plus de rester à Dallas. Ou alors, je reste, si ce coach-là, il n'est pas là. Mais s'il est là, moi, ça me plaît plus. Et c'est comme ça qu'on a trouvé un terrain d'entente, voilà. Ils m'ont dit, bon voilà, écoute, on te laisse partir à Golden State. Et c'est comme ça que je suis parti à San Francisco, à Golden State. Et arrivé à Golden State, j'avais signé pour 1 an là-bas. Après, à l'époque, j'ai joué tellement bien, parce que j'avais signé pour 1 an, et l'équipe voulait... J'avais signé pour 1 an, mais je n'avais pas garanti en fait. Je ne voulais pas garantir parce que j'étais encore payé chez Dallas. Donc je me disais là-bas, je veux juste jouer, je m'en fous, je ne veux pas un contrat garanti, je m'en fous, je veux juste jouer comme ça. Comme ça, quand je reviens vraiment à mon niveau de mon genou, et là, on va discuter avec l'équipe. Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'équipe avait besoin... En fait, ils ont voulu jouer avec... ils ont cru que je n'étais pas intelligent ou on était juste de cons. Alors, ils sont venus vers moi me dire, voilà, tu signes avec nous 2 ans, ou si tu ne signes pas avec nous 2 ans, alors on te laisse partir. Et moi, je dis, bah, écoute, moi, vous voulez me laisser partir, je pars, je m'en fous. Mais je ne signerai pas un contrat bidon, parce que sinon, vous me laissez partir. Et ils disent, ben, non, nous, on veut signer avec toi. Moi, je dis, mais si vous voulez signer avec moi 2 ans, allons sur de bonnes bases, allons sur table, discutons. Eux, ils ne veulent pas. Parce qu'en fait, dans le règlement NBA, si tu es déjà payé quelque part, tu ne peux plus avoir plus de contrats que tu as. Donc, tu ne peux qu'avoir le minimum. Donc, alors, moi, je leur ai dit, moi, je préfère finir la saison comme ça. Comme ça, quand mon contrat là-bas, il est fini, on discute sur les bonnes bases. Et ils n'ont pas voulu. Et c'est comme ça qu'il s'est passé que, bon, les Lakers, ils avaient besoin d'un big man.
c'est un concours de chance en fait. Le Lakers avait besoin d'un big man. Et il y a mon agent qui m'appelle, qui me dit Didier, écoute, ça t'intéresserait d'aller à Los Angeles? Moi je dis quoi? Los Angeles? Je dis c'est pas possible, ils ont leurs joueurs. Il me dit non, il y a une opportunité là-bas. Moi je dis écoute, s'il y a moyen, on le fait. Et le lendemain, il me rappelle, il me dit Didier, il y a quelqu'un qui va t'appeler, parle avec lui, et écoute, ne dis rien, mais juste écoute lui, et sois poli. Moi je fais ok. Et après, le lendemain matin, il y a mon phone qui sonne, je vois un numéro de Californie, je prends. C'était le coach Phil Jackson qui me dit ouais, voilà, on est vraiment intéressé. On sait que tu n'as pas un contrat garanti là-bas, tout ça. On est vraiment intéressé si tu pourrais venir, tout ça ici. Moi, je dis il n'y a pas de problème. Après, le jour après, il jouait contre Miami. Et ils m'ont envoyé un avion qui est venu me chercher là où j'étais à San Francisco. Et je suis arrivé à Los Angeles et je suis allé visiter le match. Je suis allé voir le match. Et ce soir-là, j'ai vu comment Shaq dominait. Là. En plus, il avait déjà joué là-bas. Il dominait. Miami avait complètement tué les Lakers. Et juste avant le match, il y a le manager des Lakers qui vient vers moi. Il me dit, tu vois, on a vraiment besoin d'un big man, on a besoin de toi. Moi, je fais, ok, il n'y a pas de problème, c'est fait. Et là, mon agent, il vient et on fait le contrat. Et c'est comme ça que je suis parti la première année avec eux. Et après, je ré-signé encore 2 ans avec eux. Alors, quand je lisais votre biographie, j'ai vu que il y a un moment où vous avez signé un contrat de 10 jours. Est-ce que c'est quoi ça? Est-ce que c'est normal de signer? C'est normal dans le sens où, du deux côtés, du joueur ou de l'équipe. Tu t'es dit, je vais signer 10 jours pour voir qu'est-ce qui se passe. Pour voir si je me plais bien. Et l'équipe fait aussi, bon, on signe 10 jours, on va voir. Peut-être qu'ils ont besoin de toi juste de 10 jours, le temps que le joueur qui est blessé, il est blessé pendant 10 jours, qu'il revient. Mais moi, dans mon cas, c'était 10 jours pour voir qu'est-ce qui va se passer. Et pendant ces 10 jours-là que j'étais là, on a gagné tous les matchs qu'on avait pendant ces 10 jours-là. Et encore un autre 10 jours, on gagne encore tous les matchs. Après, l'équipe qui s'est dit, écoute, finalement, on te garde pour le reste de la saison. Moi, je fais, il n'y a pas de problème. Et on signe pour le reste de la saison. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et après, signé encore pour 2 ans. Alors, vous voilà avec les Lakers, une équipe légendaire, avec Magic Jackson, Abdul Karim Jabbar. Oui. Et vous jouez pour les Lakers. Quel effet ça vous fait de jouer quand j'ai rejoint l'équipe de Lakers, je ne voyais pas encore ça. Je ne sentais pas ça. Pour moi, c'était juste une autre équipe, une autre club NBA qui a un grand joueur, Kobe Bryant. Je suis arrivé, j'étais là comme tout joueur qui arrive en NBA, dans une nouvelle structure. Et je ne sentais pas ça. Mais petit à petit, j'ai commencé à vivre, j'ai commencé à voir que les Lakers, ce n'est pas juste une équipe, mais c'est en sorte c'est comme une institution, quelque chose comme ça. C'est un peu, je ne sais pas vraiment comment expliquer ça. C'est plus une ville, c'est vraiment quelque chose que les gens ont à cœur. C'est pas comme juste une club NBA, non. Le Lakers, c'est la ville qui est actionnaire là-dedans, c'est Hollywood qui est actionnaire là-dedans, c'est beaucoup de personnes qui sont là-dedans. Donc quand tu fais partie d'un Lakers, quand tu es un Laker, donc ça veut dire que tu as une autre statut. Tu es comme un petit roi dans la ville. Donc moi, je ne voyais pas cet aspect-là. Pour moi, c'était normal, parce que moi, j'ai toujours vécu normal. Donc j'étais là. Et c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à comprendre cela. Au fur et à mesure, j'ai commencé à voir des grands stars de cinéma qui m'approchent. Au lieu que moi, je les approche et ils m'approchent. Au fur et à mesure, j'ai commencé à voir des choses. Mais je dis, mais c'est pas possible ça. Et c'est là où tu te rends compte dans quelle équipe, dans quelle ville où tu es. Et maintenant, le mieux à faire, c'est quoi? C'est ne pas laisser la ville te contrôler. Toi, essaie de contrôler la ville. Et c'est comme ça. Alors, vous jouez avec les Lakers. Est-ce que vous pouvez dire que, en ce moment-là, vous comprenez mieux maintenant le système du NBA? Oui. Alors, pouvez-vous faire la différence entre les Lakers
et les Mavericks? Il y a une très grande différence. Il y a une très très grande différence, je veux dire, au niveau organisation. Déjà, au niveau des équipes, les deux équipes là, c'est les deux meilleures équipes en NBA. Niveau structure, je dirais même, je vais même plus loin, je dis, en NBA, il n'y a pas une équipe qui sont pourri gâtés comme Dallas Mavericks. Il n'y a pas. Parce que Dallas a son propre avion, ses vestiaires, ce sont les meilleurs vestiaires de la NBA. Ils ont un président qui est un peu fou pour moi, qui fait tout pour garder ce joueur dans son équipe, qui soit content. Il fait tout pour ce joueur. Il fait tout pour ce joueur. Et les Lakers, c'est une très très bonne organisation. Ils ont aussi, là-bas aussi, ils sont des pourris gâtés aussi. Mais c'est différent. C'est différent par rapport à Dallas Mavericks. Mais c'est les deux meilleures équipes. C'est les deux, il n'y a pas de question. Quand tu joues chez les Lakers, tu sais que tu joues chez les Lakers. Quand les Lakers, c'est la seule équipe où partout on allait jouer. Partout. La moitié de salle, c'était le couleur des Lakers. Que ce soit à LA ou à l'extérieur. Partout où on allait jouer, c'est toujours plein. C'est toujours plein pour les Lakers. C'est ça la grande différence avec les Lakers. Alors, vous jouez avec les Lakers. Alors, je sais que devant nous ici, on a ce qu'on appelle les bagues de Champions League. Alors, quelle est la première année où vous avez remporté votre première finale? Déjà, l'année où je suis arrivé chez les Lakers, la première année, on avait été déjà en finale. Parce que lorsqu'on est venu renforcer l'équipe, lorsque je suis arrivé, après Gasol est arrivé, l'équipe était tellement forte qu'on est allé jusqu'en finale. On est arrivé en finale, on a perdu contre Boston. Et ça, c'était encore dur pour moi de perdre encore une deuxième fois. Finale NBA. C'était vraiment dur, mais ça ne s'est pas arrêté là. L'année après, on savait, maintenant on avait acquis cette maturité-là. On savait parce que la première année avec les Lakers, on était juste content d'être là, en finale. On n'avait pas faim. On était juste content par rapport à Kobe, par rapport à Derek Fisher, et qui savent déjà qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut jouer pour gagner une finale. Parce qu'une finale, ça se mérite. Il faut aller la chercher. Et nous, on était juste content d'être là. Et moi, personnellement, j'étais juste... Je ne dirais pas que je faisais aussi partie des gens qui étaient contents d'être là, mais j'avais aussi la conscience qu'on avait perdu avec Dallas. C'est aussi parce qu'on était content d'être là. Et ça, je disais aussi aux gars, ne soyez pas contents juste d'être là. Il faut aller chercher ça, il faut gagner ça, il faut aller chercher ça. Ça se mérite ça. Ce n'est pas juste que vous êtes là, vous allez gagner. Il faut aller chercher ça. Malheureusement, on a perdu. Et maintenant, la deuxième fois que nous sommes allés avec les Lakers, on savait ce qu'on devait faire. Et c'était contre Orlando, dont on a gagné ce titre-là. Okay. Alors, comme vous pouvez le voir, chers amis téléspectateurs, ça c'est la première bague de notre invité du jour, M. Mbenga, avec les Lakers. Vous voyez comment c'est joli. Alors, parlez-nous de la deuxième bague. Et la deuxième, c'était juste une sorte d'accomplissement. C'était une sorte d'affirmation. Voilà, parce que tout le monde disait, ouais, vous avez gagné avec beaucoup de raisons, tout ça, parce que peut-être l'équipe de Orlando n'était pas forte. Alors, on avait en face de nous l'équipe de Boston. L'équipe de Boston, c'est l'équipe auquel on a perdu il y a 2 ans avant. Et cette équipe-là, même dans l'histoire de basket, ça a toujours été la grande rivale des Lakers. En commençant par Larry Bird, Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson, ils ont toujours été des grandes rivales. Alors, c'est pour ça que cette bague, elle a toujours été spéciale pour moi parce qu'on a vraiment souffert pour avoir ça. Donc ça n'a pas été facile, c'était vraiment une grande challenge parce qu'on est allé gagner vraiment l'équipe meilleure, l'équipe qui avait tous les atouts pour gagner à Boston. Et c'est comme ça qu'on est allé jusqu'en finale, on a réussi à avoir cette deuxième bague. Alors, vous perdez 2 finales, vous gagnez 2 finales. Oui. Est-ce qu'on peut dire que Mbenga est un joueur accompli? Vous savez, dans la carrière d'un sportif, il ne faut pas trop dire directement, voilà, j'ai tout fait, Non. Parce que si tu es encore actif,
ça veut dire que tu as encore d'autres ambitions, tu veux encore gagner plus. Moi, je pense que le jour où je vais finir ma carrière, ce jour-là, je pourrai répondre à cette question-là. Mais pour l'instant, j'ai encore de longues années à jouer, donc j'ai encore beaucoup à gagner. Alors, on parle de Mbenga. J'ai aussi lu que vous avez une fondation. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre fondation? Oui, la fondation, elle a été faite juste dans le souci d'aider un peu les jeunes au niveau du pays. Des jeunes, pour leur donner l'opportunité de aussi réussir un jour, d'aller à l'école, pourquoi pas. C'est aussi plus dans l'éducation. Donc voilà, d'ailleurs, cet été, on a été là-bas on a fait le premier, c'est le plus grand camp qui n'a jamais été fait au Congo. Donc on a eu le premier jour, on a fait 4 jours en fait. Le premier jour, on a eu plus de 500 jeunes. On a été là-bas avec des matériels, il y a eu des anneaux, des ballons, on a des chaussures, des maillots. Mais vraiment, on a été avec beaucoup de matériel là-bas. Et c'était vraiment une réussite totale. Non. C'est vrai que les gens là-bas ne savent pas ce que c'est un camp, mais il fallait apprendre, il faut leur expliquer qu'est-ce que c'est, pourquoi un camp, pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on voit, il y a beaucoup d'Africains qui viennent en NBA, mais ces Africains-là, il y a des Européens qui vont chercher, ils te prennent, ils t'amènent comme un esclave, et ils te font travailler comme un fou. Après, ils profitent de toi, tu n'es pas au courant de tout ce qui se passe, tu arrives ici, tu es perdu, non, tu es tout seul. Et des fois, ils t'amènent, tu réussis pas, tu es juste comme ça dans la rue, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est pour ça qu'il fallait structurer ça, organiser ça. D'abord, pour organiser ça, structurer ça, il faut d'abord aller sur place, éduquer, expliquer pourquoi un camp, pourquoi il faut le faire. Et c'est le travail qu'on avait fait l'année avant. Et cette année, maintenant, on est allé pour faire le camp, montrer et essayer de donner ces jeunes l'opportunité d'aller dans des écoles, dans des collèges ici, même dans des clubs européens, évoluer et aussi faire un peu plus, faire plus que nous, apporter aussi leur pierre au niveau du pays, au niveau de l'Afrique. Alors, si Didier voulait se décrire, est-ce que Didier a un bon cœur? Ah, je suis vraiment très généreux. Je suis très généreux. Ça, c'est peut-être mon défaut. Je ne sais pas si je l'appelais ça défaut, mais je suis vraiment très généreux. Aujourd'hui, je vous vois porter un maillot de New Orleans. Alors, vous voulez nous dire que vous avez mouvé de Lakers pour aller jouer à New Orleans, c'est ça? Oui, c'est mon club auquel je jouais cette saison. J'ai été là-bas en Nouvelle-Orléans, on a joué et on a été au playoff. Malheureusement, on a perdu au premier tour contre les Lakers, mais ça n'a pas été facile pour eux non plus. Donc on a perdu au premier tour, mais j'ai joué avec eux cette saison. Ouais. Alors, quelle est la relation que vous entretenez avec Dikembe Mutombo? Mutombo, c'est un grand frère, c'est un ami, meilleur ami, c'est aussi mon idole quelque part. Parce que c'est aussi grâce à lui qu'on a eu aussi ce goût-là de devenir un jour basketteur, de se dire, mais je vais devenir basketteur. Déjà au Congo, quand on te dit, tu dois devenir basketteur, va jouer au basketteur pour un jour devenir comme Mutombo. Donc c'est déjà une grande référence. Donc c'est quelqu'un que moi je respecte beaucoup et qui est vraiment respecté aussi. Ici, quelqu'un qui a vraiment une grande valeur à mes yeux et qui est vraiment un exemple pour l'Afrique. C'est vraiment quelqu'un que l'Afrique a une chance d'avoir. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Didier est un riche personnage? Est-ce que Didier est riche? Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez dire par là si Didier est riche. Ouais. Didier peut se permettre de beaucoup de choses, mais riche, je ne sais pas vraiment si quelqu'un est riche. Hein. On est riche culturellement, intelligemment, tout ça. Ça, c'est aussi une richesse. Je veux dire l'argent. C'est aussi une richesse. Quand on parle de... Est-ce qu'on peut dire que Didier a l'argent? Moi, ce n'est pas vraiment important pour moi, ça. Ça fait partie... On travaille pour ça. On travaille dur. On ne se réveille pas le matin tous les jours pour aller s'entraîner pour le plaisir. C'est vrai qu'il y a des plaisirs là-dedans, mais c'est un travail, donc on travaille dur pour ça. Je crois que l'ouvrier mérite son salaire. Et moi, si je mérite, je mérite. Donc voilà, je peux me permettre aussi des petits trucs, des petites folies, mais voilà, je suis béni en quelque sorte. Didier est marié? Non, il n'est pas marié.
Pas d'enfant. Pas d'enfant du tout. Alors, quand même, une copine, est-ce que... Je dirais oui. Oui. Est-ce que Didier pense un jour à avoir une famille, avoir une femme avec des enfants, et avec des enfants, combien d'enfants il aurait voulu avoir? Naturellement, j'ai toujours laissé ma vie privée en dehors de mon travail. J'ai toujours fait en sorte que ma vie privée soit vraiment en dehors de mon travail. Mais c'est vrai qu'en tant que tout homme, je dois me marier, je dois avoir un enfant. Et aussi en tant qu'Africain, c'est très important. Parce que des Africains de mon âge, maintenant, ils sont 3-4. Hein? 3-4. Alors, vous êtes ici, il y a une très forte communauté congolaise ici. Alors, est-ce que vous participez à la vie de la communauté congolaise ici? J'essaye de la manière dont je peux. Quand j'étais à Dallas, quand je peux, j'y vais. J'y vais dans des manifestations des églises. Quand je peux, je vais. Mais quand je me mouvais à Los Angeles, c'était difficile parce que là-bas, il n'y a pas trop de Congolais. Il n'y a pas trop, mais si je sais qu'il y a un Africain qui est là, j'essaie toujours de m'approcher. Je suis toujours ouvert, moi. Je suis toujours ouvert. Et surtout, tout ce qui est de l'Afrique, j'aime toujours être là. C'est important pour moi. Merci. Alors, notre émission tire à sa fin. Nous allons alors vous accorder le dernier mot et conclure notre émission. Alors, vous avez la parole, M. Didier. Le dernier mot, c'est juste, je dirais merci. Je vous remercie de m'avoir donné cette opportunité. À tout le monde qui me suit, à tous les Africains, je remercie tout le monde qui me soutient. Je ferai de mon mieux, je fais de mon mieux toujours d'être un exemple, de pouvoir faire le mieux que je peux, de pouvoir aider le mieux que je peux. Et c'est ce que je suis, c'est ce qui fait ma force d'ailleurs. Parce que lorsque je donne ou lorsque j'ai fait quelque chose, je n'entends rien en retour. Le retour que j'attends, c'est juste que je sois mûr et que Dieu me donne encore plus l'opportunité, plus de chance, plus de force, qui m'aide toujours à être humble tel que je suis pour essayer d'avancer et de toujours faire rêver ces jeunes-là. Voilà. Merci, chers amis téléspectateurs. Merci. Et je vous rappelle que vous étiez accompagné de Didier Mbenga qui nous a reçus dans sa maison. Je vous assure qu'il est très humble. J'ai été surpris par sa réaction et nous vous disons merci, monsieur Didier. Merci de nous avoir reçus dans votre maison et puis passez une très très bonne journée et puis nous vous souhaitons une très très bonne chance dans votre carrière. Merci. Chers amis téléspectateurs, amis de Télé Africana, c'était émission rencontre avec votre serviteur Serge Largo. Nous vous retrouvons dans 2 semaines et restez sur notre petit écran. Bonsoir et à bientôt.